Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler du Moxie. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Allez, c'est parti. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je vous ai préparé une petite présentation pour vous expliquer ce qu'est le Moxie, parler un petit peu de la technologie, un petit peu de la physiologie derrière également. Donc, on y va. Le Moxie, c'est quoi? Déjà, c'est un outil de mesure qui est non invasif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer la peau comme on pourrait devoir le faire notamment quand on doit prendre des mesures de lactate. C'est très très simple à mettre en place, ça se place sur la peau, sur le muscle et ensuite on l'attache avec des bandes adhésives. Ça prend à peu près 2 minutes, donc c'est très très facile à mettre en place. C'est basé sur la technologie qui s'appelle en anglais NIRS. En anglais, ça veut dire Near Infrared Spectroscopy. En français, la traduction que j'ai trouvée, c'est la spectroscopie dans le proche infrarouge. Et ça nous permet de mesurer le SMO2, qui est la saturation en oxygène dans le muscle, et également le THB, qui est l'abréviation pour Total Hemoglobin, donc le total d'hémoglobine. En l'occurrence, ça nous donne un proxy pour le flux sanguin. Le Moxie, ça marche comment? Il y a 4 sources lumineuses sur l'émetteur que vous voyez sur l'image à droite, ainsi que 2 récepteurs disposés à une certaine distance de l'émetteur. Et au travers de rayons infrarouges, ça va nous permettre de déterminer, de mesurer l'oxy et la désoxyhémoglobine, c'est-à-dire l'hémoglobine qui a de l'oxygène attaché et l'hémoglobine qui n'a pas d'oxygène attaché. Et en utilisant la loi de Beer-Lambert, ça nous permet de déterminer la teneur en oxygène à un certain moment donné dans le muscle, donc en temps réel. Le SMO2, ça veut dire quoi? Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, en gros, c'est, comme je vous ai dit avant, le ratio de oxyhémoglobine et de désoxyhémoglobine. Donc, ça se donne en pourcent, d'accord? C'est une valeur relative. Comme on le voit sur le graphique à droite, la courbe verte représente le SMO2. Donc, on peut voir par exemple que sur ce test que j'avais effectué, je vous mettrai le lien en haut de la vidéo, le premier test que j'ai effectué avec le Moxie, on voit que notre baseline elle est à peu près entre 60 et 65% au départ. On a des pics vers le bas qui dénotent les séries de travail que j'ai effectuées sur le test. Et ensuite, on voit aussi que sur la deuxième partie du test, on voit que la baseline remonte vers les 75%. Donc, on a eu une petite hausse au niveau de la base, ce qui est intéressant, notamment du point de vue de l'échauffement. On y reviendra dans d'autres vidéos. Le SMO2, c'est mesuré dans les capillaires des muscles. Et donc, ça nous permet de regarder le ratio ou le rapport entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous donne potentiellement un proxy pour la phosphocréatine. Donc, pour ceux qui sont intéressés à en apprendre un petit peu plus, je vous recommande de lire cette étude par Macaulay et al. qui s'appelle Simultaneous in vivo measurements of HbO2 saturation and PCR kinetics after exercise in normal humans. Ça fait pas mal de mots dans le titre. Mais en gros, ce qu'ils ont montré, c'est que quand il y a un effort qui est fourni, la phosphocréatine et le SMO2 se comportent de manière très, très similaire. Comme on le voit ici, les petits points dénotent la phosphocréatine, la ligne noire dénote le SMO2, et donc on voit que les tendances sont très très proches l'une de l'autre. Et donc potentiellement, ce qu'on a avec le SMO2, c'est un proxy pour la phosphocréatine et ce qui se passe au niveau énergétique au plus proche de l'ATP. Et donc Amoxy, ça sert à quoi? Ça nous permet de faire des mesures physiologiques sur le terrain, ce qui est très intéressant parce que jusqu'à maintenant, quand on devait faire des tests d'échange gazeux ou des tests de lactate, c'est des choses qui sont très très difficiles à faire hors du labo. Alors que là, le Moxie, on peut le mettre sur la jambe, sur le bras, où on veut, et on peut faire des tests qu'on pourrait faire n'importe où, ce qui est très très intéressant. Ça nous permet notamment de faire des tests de performance qui nous donnent des informations intéressantes. J'y reviendrai sur le slide suivant. Et également, on peut l'utiliser en entraînement pour en temps réel voir ce qui se passe au niveau du muscle, et suivant les protocoles qu'on est en train d'appliquer ou suivant les objectifs qu'on a pour cette séance, on peut utiliser le Moxie comme feedback instantané par rapport aux performances qu'on est en train de produire sur le moment même. Donc ça, c'est très intéressant. Donc pour revenir un petit peu au modèle qui est derrière l'utilisation du Moxie, c'est le modèle des limiteurs physiologiques qui a été énoncé à première vue par Jürg Feldman. Et donc, ce qu'on a, c'est 4 systèmes principaux qui vont potentiellement limiter nos performances. On a le cerveau qui joue le rôle de gouverneur central et de la modulation du système nerveux. On a le système respiratoire qui se charge de tous les échanges gazeux, O2, CO2 notamment. On a tout ce qui est de la circulation, donc distribution d'oxygène
également tout ce qui est élimination des produits secondaires comme le CO2 et finalement les muscles qui, eux, se contentent d'utiliser l'oxygène qui est fourni. Et donc, l'oxygène régit donc la performance dans ce cadre-là et on peut le comprendre très, très aisément avec ce petit diagramme, cette petite animation. On respire l'air de notre environnement. On passe ensuite cet oxygène dans le sang au travers du système circulatoire qui est ensuite poussé vers les muscles. Et les muscles, une fois qu'ils ont utilisé l'oxygène, rendent du CO2 ainsi que d'autres produits dérivés que l'on élimine encore une fois par la respiration et pour retourner dans l'environnement. Si on veut aller un petit peu plus loin là-dedans, j'ai fait une présentation déjà sur le nouveau modèle de filière énergétique et ce qui ressort de toute la recherche de ces 20 dernières années. Donc ça, c'est un petit peu le diagramme de base. Mais ce qui est intéressant, je vous invite à regarder tout à gauche sur ce diagramme, c'est la proximité de la phosphocréatine à l'ATP qui est utilisé pour effectuer les contractions musculaires. Donc, si on a une vue avec le MOXIE sur le SMO2, ça nous permet potentiellement d'avoir une vue très très précise de ce qui se passe au niveau moléculaire et au niveau de la production ou du recyclage de l'ATP qui est utilisé pour les contractions musculaires parce qu'on sait que seulement la phosphocréatine est assez rapide pour resynthétiser l'ATP dont on a besoin pour les contractions musculaires. Toutes les autres filières, tous les autres systèmes qu'on peut utiliser le font de manière secondaire et non de manière directe. Mais encore une fois, je vous invite à regarder cette présentation si vous voulez en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Ce serait aussi chouette de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.